Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de trucs super intéressants, de trucs sérieux, de trucs marrants. On a le futur dans tous les bons et les mauvais côtés qui arrivent et qui est peut-être même déjà là. C'est marrant parce que souvent on vous parle de trucs qui pourront se passer un jour. Et ben là il y a des trucs qui se passent aujourd'hui. Et bon, je vais arrêter de teaser et je vais commencer l'émission parce qu'il y a plein de choses intéressantes dont on va parler. Je vais présenter, introduire, c'est un anglicisme qui est peut-être malheureux. Guillaume d'une part et Marion d'autre part. Marion Doumain qui nous rejoint tous les mois et Guillaume Vendée qui est là régulièrement, qui a d'ailleurs qui m'a fait le plaisir d'animer un des épisodes cet été et qu'il fait de temps en temps quand je suis en vacances. C'est rare mais ça arrive. Comment allez-vous tous les deux? Marion, en forme? Ah oui, la forme, on commence la nouvelle année sur les chapeaux de roue, donc bonne année à tous. Oui, bonne année. C'est c'est jusqu'à fin janvier qu'on peut dire. Et oui, donc, je pense que on est encore dans les temps là. D'accord, super. Bon bah parfait. Bonne année Guillaume. Et très bonne année, merci beaucoup pour l'invitation. Très bonne année aux auditeurs aussi du Rendez-vous Tech. Je pense que cet épisode, il s'annonce un petit peu comme tout ce qu'on va voir cette année, plein de choses prospectives, donc ça fait très plaisir de suivre ça ensemble. Tout à fait. Et bonne année aussi aux patriotes, à ceux qui soutiennent l'émission financièrement, qui lui permettent d'exister, comme notamment Greg, Elder Gianotti Muller, Clément, Caplif, Baptiste Baron, j'aime ça, ça fait genre, je sais pas, j'aime bien ce nom de famille. Si c'est ton vrai prénom, si c'est ton vrai nom de famille, pas mal du tout. Tous les noms sont bien, mais je sais pas celui-là. Bah si Baron, c'est machin, c'est un bonhomme, tu vois. Philippe, Ako, Jules, Migo 2 et Thomas. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et petite note en passant. Avant de se lancer, pour les patriotes, il y a demain un Q&A AMA en direct à propos de la pub dans l'émission. Si vous avez des questions sur la manière dont ça se passe, sur tout ce que vous voulez demander, je ferai un live demain matin, mercredi, si vous écoutez cette émission le jour de sa sortie. Et vous pouvez me poser des questions soit en avance, soit pendant le live, et le live sera disponible ensuite aussi. Donc, si vous êtes patriote, allez voir sur le site Patreon, toutes les infos sont là-bas. Et l'autre truc que je voulais mentionner avant de nous lancer, c'est que mon annonce de recherche pour un freelance pour m'aider dans l'émission, grâce aux revenus supplémentaires qu'ont dégagé la pub, et toujours sur le site. Donc allez voir ça si vous êtes intéressé. J'ai déjà reçu pas mal de candidatures super intéressantes. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur CV et leur lettre de motivation. Donc c'est encore ouvert. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est assez excitant, assez effrayant aussi pour moi parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Mais bon, c'est quand même assez cool de se lancer dans cette nouvelle étape de l'aventure. Et bien sûr, c'est évidemment grâce aux patriotes que c'est possible. Donc, un grand merci à eux, comme toujours. Bon, j'essaye généralement de faire en sorte que cette introduction ne dure pas plus de 3 minutes pour qu'on se lance dans l'émission très vite. Et on est presque dans les temps. Donc, on va vous parler des 2 premiers sujets qu'on veut évoquer. Là, on regarde un petit peu vers le futur, mais le futur peut être proche, avec d'une part Amazon qui serait en train de travailler avec Visa pour tester un moyen de paiement qui n'est pas une carte bancaire, qui n'est pas un téléphone ou une montre connectée, mais
votre main et pas payée avec la main, genre en posant la main sur le terminal, genre comme dans un film dans un James Bond ou un Mission Impossible, pour en plus récupérer toutes les bactéries que tout le monde a sur les mains et pose sur le truc. Non, là, il suffirait de passer la main devant une sorte de capteur qui aurait une résolution et une capacité tellement puissante qu'elle pourrait voir, on pense par le pattern des veines de la main, identifier les gens de manière unique. Donc il y a ça d'une part, il serait en train de travailler dessus, et de l'autre côté, c'est une start-up qui a présenté son produit au CES, qui était un petit peu plus discrète que les autres, mais qui commence à faire un petit peu de bruit, qui s'appelle Mojo. Son produit, c'est Mojo Vision, qui est, je résume en gros, mais c'est une lentille de contact qui intègre un écran, dans la lentille, un écran, un petit ordinateur, enfin un petit processeur, une connexion sans fil et une batterie. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un écran sur l'œil. La lentille est un peu plus épaisse qu'une lentille classique, il semble. Ils n'ont pas laissé les gens la mettre, mais ils avaient une lentille, un prototype qui fonctionnait, qu'ils mettaient très très proche de l'œil des gens. Donc ça simulait quasiment le fait qu'elle soit sur l'œil. Et c'est un produit qui fonctionne, qui a des capacités relativement limitées encore, dont ils veulent continuer le développement du prototype dans les années à venir. Ils ont une approche très raisonnable de ce produit. Ils disent, c'est pas un truc qui va faire un ordinateur sur votre œil, mais ça vous donne des petites informations par-ci par-là. Mais l'écran est vraiment un écran qui permet d'afficher des vraies images, du texte. C'est un écran qui est minuscule et qui vous permet de voir quand vous avez la lentille sur l'œil. On pourrait se demander, si l'écran est si proche de l'œil, peut-être que ça veut dire qu'on veut pas voir, mais la résolution, c'est quelque chose comme 14 000 points par pouce. Enfin, c'est monstrueux et ça permet vraiment de voir et ça fonctionne. En tout cas, le prototype fonctionne. Il n'a pas besoin d'être connecté dans sa version simple à quelque chose d'extérieur et donc ça fonctionne. Ils veulent l'utiliser pour les utilisations qu'on imagine, genre vous dire qui est la personne que vous regardez. Il y a une caméra qui va vers l'extérieur, bien sûr, ça capte vos mouvements, donc quand vous regardez sur le côté, ça affiche des choses, c'est comme ça qu'on capte, qu'on contrôle l'interface. Donc ils veulent utiliser pour afficher le temps, les notifications, ce genre de choses, mais aussi pour aider des personnes qui sont à mobilité, enfin, qui ont des handicaps divers, donc ils ont déjà cette idée dans leur développement, c'est pas juste un truc gadget pour les fans de tech, même si c'est l'une des utilisations, et c'est un truc très intéressant qui, comme je le disais, fonctionne déjà, qui à terme devrait être encore plus puissant que ça. Sur ces deux sujets, peut-être Marion, est-ce que ça te plaît, ça t'enthousiasme, ça t'inquiète, ça t'intéresse pas ? Alors Amazon, c'est assez logique qu'ils continuent dans leur lignée de simplifier le paiement. Donc je suis pas vraiment très étonnée. Maintenant, il va falloir voir si on est prêt à laisser un peu plus de données sur nous à un géant comme Amazon et comment ils vont stocker ces fichiers, etc. Le problème en plus avec ce type de données et de données biométriques, c'est que comme on le dit souvent, c'est des choses qu'on peut pas changer. Si vous mettez votre montre, votre truc de paiement sur votre montre, il y a un problème, on change le hash, on change la cryptographie et c'est bon. Votre main, pour la changer, bonjour, quoi. Exactement. Donc une fois que ça se retrouve dans la nature, en fait, vous avez une donnée permanente sur vous qui est accessible. Par contre, Mojo Vision, ça j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'il démarre, comme tu l'as dit, de résoudre un problème pour les personnes, par exemple, qui souffrent de dégénérescence maculaire, donc qui ont des problèmes de vue, et donc pour les assister et les aider au quotidien, des personnes qui étaient habituées à voir en plus. Je veux dire, elles avaient pas de problème à la naissance. La dégénérescence maculaire touche énormément de personnes. Et donc, pouvoir justement avoir une technologie qui permet de continuer à vivre pleinement comme ils avaient l'habitude, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, par extension, ce genre de technologie qui vient pour justement aider des personnes va pouvoir aussi être utilisé pour en effet les fans de tech ou même c'est le principe de l'accessibilité appliqué à tout le monde et on a vu
par divers exemples, comme je perds mes mots, le clavier avec la prédiction des mots sur le clavier de l'iPhone, par exemple. Ça vient d'une technologie d'accessibilité. Et maintenant, tout le monde l'utilise. Donc, il y a plein de choses comme ça qui viennent de l'accessibilité, qui est appliquée au grand public et qui marche vraiment pour nous simplifier la vie. Donc, ce genre de choses avec Mojovision, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Guillaume, j'imagine que tu es assez enthousiaste aussi, ou non, tu t'en fous ? Oui, je suis très enthousiaste aussi sur les deux sujets. Dans le cas des paiements par Amazon, moi je me pose quand même la question de la finalité de ce travail. Donc on est en phase de travail, c'est pas du tout une annonce d'Amazon. Non, c'est même c'est du développement. Oui, et c'est même une source anonyme. C'est une enquête, c'est pas une annonce, quoi. C'est à mi-chemin entre les news et les rumeurs de ton podcast, mais moi je m'interroge vraiment sur la finalité parce qu'en fait, soit c'est destiné aux boutiques Amazon, et j'avoue que objectivement, si on parle de futur, je préfère quand même ne même pas avoir besoin de passer à la caisse et donc que des caméras comprennent ce que j'achète pour ne pas que j'ai à les payer, ou plutôt que ça me soit prélevé automatiquement. Et si c'est pour les commerçants, je suis quand même assez dubitatif que des commerçants s'équipent de terminaux de paiement électronique Amazon qui récupèrent la donnée Amazon et qui permettent de mieux vendre les produits Amazon. Donc bon, je suis un petit peu sceptique sur l'utilisation finale, moi. Ils travaillent sur le truc avec Visa. Je me demande si c'est pas une technologie développée par Visa que Amazon veut adapter. Donc il est possible que ça soit un moyen de paiement avec Visa qui regarde le futur et qui se dit il faut qu'on modernise nos moyens de paiement comme ils le font toujours. Toutes les sociétés de ce type essayent de continuer à évoluer et que Amazon du coup se dise c'est un bon moyen de moderniser nos moyens de paiement dans nos boutiques aussi. Peut-être qu'ils travaillent ensemble, c'est possible, mais au développement, je veux dire. Mais oui, cet aspect, disons que c'est pour moi un moyen de paiement supplémentaire, mais la question biométrique, on ne peut pas changer parce que on peut imaginer, alors je ne sais pas si c'est poussé à ce point, mais du coup, est-ce que tu pourrais prendre une photo d'une main de quelqu'un avec une caméra ou des capteurs qui sont suffisamment développés et puis ensuite payer facilement pour eux. Bon, en même temps, si on met à ce point des efforts dans le fait d'aller arnaquer quelqu'un, peut-être qu'on aurait d'autres moyens de le faire de toute façon. Je ne sais pas, il y a des questions qui se posent là, je trouve. Mais c'est intéressant parce que ça aborde deux sujets en fait. Ça aborde le sujet de l'identification d'une personne avec cette identification par la main, par le réseau veineux, et puis il y a le deuxième sujet qui est allier cette identification à un moyen de paiement. Ça pourrait être appliqué à d'autres fins en fait. Oui, c'est vrai, oui. Là, il donnait l'exemple de machines, de distributeurs en libre accès dans des magasins où tu vas avoir des snacks, des boissons, des chargeurs, etc. que tu peux acheter et utiliser justement ce moyen pour payer, plus besoin de mettre des pièces ou plus besoin de sortir la carte, quoi. Mais c'est peut-être dans les entreprises pour passer à la cantine ou ce genre de truc, c'est plus ouais. Mais je suis d'accord avec toi, on a toujours ce problème c'est une donnée permanente biométrique sur une personne. Si elle se retrouve dans la nature, on ne peut pas la changer comme ça. Moi, je préfère avoir une montre connectée, au moins, voilà, si tu la perds ou si quelqu'un la hack, tu peux le changer, Mais le Mojovision, c'est le truc. Enfin, j'arrive pas à croire. J'ai même tous les journalistes ont dit oui, ça marche. Bon, ils l'ont pas eu dans l'œil, mais ils ont vu la taille, ils ont vu si on a des lentilles, on a l'habitude de ce genre de truc et que ça fonctionne. L'idée qu'il y ait un écran minuscule au centre du truc, mais qui est adapté à l'œil, une batterie, un processeur, une antenne. Enfin, j'arrive pas à croire qu'on arrive, alors même si c'est un prototype qui arrivera dans 5 ans, c'est cyberpunk, quoi, pour parler de trucs à la mode dans le jeu vidéo en ce moment, c'est fou, quoi. Voilà. C'est très impressionnant, effectivement, ce qu'ils arrivent à faire. Ça fait un petit moment qu'on avait vu remonter des petites infos de la part de leur production d'écran à très, très, très haute résolution, évidemment. Après, il y a un point, effectivement, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qui est lié à la réalité augmentée, donc l'augmentation de ce qu'on voit par des informations complémentaires, c'est quelque chose qui s'installe là, actuellement, en industrie. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait plein d'industries qui s'équipaient déjà de réalité augmentée. Allez, le Saint Graal, c'est la lentille connectée. Maintenant, c'est sans doute pas en 2020 qu'on va la voir sortir. C'est vrai, ouais.
Ouais. Et pour préciser la manière dont ça peut aider les gens, ça peut améliorer, parce que l'écran est minuscule, mais il prend une partie du champ de vision, et ça peut par exemple améliorer les contrastes de ce qu'on voit en face de soi, parce qu'il y a alors ils disent qu'ils peuvent mettre une petite caméra dans la lentille, là on commence à être un petit peu plus sceptique, mais pourquoi pas? C'est tellement... à un horizon relativement long. C'est pas les seuls à travailler sur ce genre de choses, et la technologie avance dans ce sens, donc bon, bref. C'est Mojo, si vous voulez aller voir de quoi il s'agit, Mojo Vision et leurs produits. Bon, toujours dans le futur, avec peut-être une vision un petit peu plus un petit peu plus sombre de ce qu'il pourrait être, on a Clearview AI, et je dis dans le futur, c'est même pas le futur, c'est le présent. C'est un danger dont on parle depuis des années, et qui commence à se concrétiser avec le partage de nos données, de nos photos qu'on va mettre publiquement sur les réseaux sociaux. Eh bien, on se disait, et on en parlait d'ailleurs avec Corben il y a quelques semaines, il est possible de faire des recherches inversées à partir de photos et de trouver l'identité de quelqu'un dont on a pris une photo assez facilement. Et Clearview, c'est une société américaine qui a poussé le concept à son paroxysme en aspirant toutes les photos qu'ils pouvaient trouver sur le net dans les réseaux sociaux publics, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., etc., et en créant une base de données, en développant un système qui va classer ces photos et classer les identités des gens qui y sont associés, et créer une base de données géante qui va permettre ensuite, quand on prend une photo d'une personne dont on ne connaît pas l'identité, en la mettant dans le système, d'aller retrouver a priori l'identité de la personne. Ils vendent ce service aux forces de l'ordre aux États-Unis et dans d'autres pays. Les forces de l'ordre s'en disent... tout à fait satisfaite du service. Visiblement, ça marche assez bien. Et évidemment, on a les préoccupations sur le principe même de cette idée que l'anonymat n'existerait plus grâce à un système de ce genre. Et en plus de ça, on a les problèmes de fiabilité de la reconnaissance faciale, donc on a déjà beaucoup évoqué dans l'émission. Et d'ailleurs, il semblerait que l'Europe soit en train de réfléchir à un moratoire de 3 à 5 ans sur l'utilisation de la reconnaissance faciale à vrai dire, dans les espaces publics par toutes les entités publiques ou privées. C'est pas encore voté, mais il y a tout un tas de choses qui font que, selon la loi européenne, et d'ailleurs même selon les conditions d'utilisation de ces réseaux sociaux, ce que fait Clearview AI n'est pas autorisé, voire pas légal, parce que Twitter n'autorise pas ce qu'on appelle le scraping, donc la récupération de toutes ces données à des fins commerciales et certainement pas de surveillance, mais bon, les données sont quand même publiques, donc Clearview l'a fait et ensuite il faudra des procès peut-être pour les en empêcher. A priori, il pourrait sans doute gagner les procès contre Clearview, mais aujourd'hui, le système existe, la base de données est pleine et les forces de l'ordre s'en servent, en tout cas aux États-Unis et comme on le disait ailleurs. C'est dystopique, quoi. C'est je réfléchissais à ce sujet et c'est vraiment, ça me fait penser aux pubs américaines, genre utiliser le futur aujourd'hui, get the future today. Et là, c'est vraiment rentrer dans la dystopie aujourd'hui. Bon. Je crois qu'on ne peut qu'être inquiété par ce type de pratique. Guillaume, je te donne la parole en premier ce coup-ci. Ouais, on peut être qu'inquiété et on peut que surtout remercier des initiatives politiques qu'on a en Europe, alors qui sont sans doute issues de notre culture, hein, mais le RGPD nous protège quand même plutôt bien par rapport à ça. Alors, nous protège pas en amont, hein, nous protège sur des utilisations légales. Donc, en fait, techniquement, ça protège pas grand-chose, mais c'est quand même, je trouve, assez rassurant de voir que culturellement, en Europe, c'est assez bien ancré le fait de protéger les citoyens de ce type d'utilisation. Maintenant, aux États-Unis, comme tu le rappelles, les acteurs privés comme les réseaux sociaux n'encouragent pas non plus, voire même interdisent ce type de technologie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la dissidence presque technologique, j'ai l'impression, de la part de Clearview. Et évidemment, on se demande bien ce qui va pouvoir se passer derrière. On a du mal à imaginer que ça puisse se répandre de manière courante auprès des autorités partout dans le monde. Mais bon, c'est quelque chose à suivre. C'est intéressant de voir le rôle de la presse tech, justement, qui nous soulève ce genre de sujet et qu'on puisse les surveiller du coin de l'œil.
C'est ça, oui, c'est un reportage, que je dise pas de bêtises. C'est le New York Times qui a fait ce reportage. Oui, c'est ça, le New York Times. Donc oui, comme quoi, la presse sert encore à quelque chose. Marion, ça t'inquiète ce genre de pratique ? C'est intéressant de voir le revirement un petit peu, comme disait Guillaume. En effet, les sociétés tech avaient tendance à vouloir bloquer ou attaquer ces sociétés qui scrapent les données, qui vont récupérer les données de photos, etc., jusqu'à ce que LinkedIn perde son appel contre justement une société qui scrapait LinkedIn, les données sur LinkedIn. Et donc du coup, certains à cette époque-là se sont félicités que LinkedIn ait perdu l'appel, parce qu'ils se sont dit c'est bien, c'est un triomphe pour la compétition libre, l'open web, etc. Mais en fait, là, on peut voir aussi que ça a d'autres conséquences. C'est-à-dire que si on autorise le scrapping, ça veut dire n'importe quelle société peut scraper. Là, c'est une société privée, mais qui empêche aussi un gouvernement de mettre en place, puisque la technologie existe et pourrait être achetée, de mettre en place la même chose avec des données qu'ils ont, toutes les photos de permis de conduire, de carte d'identité, etc., et de l'utiliser de eux-mêmes. Disons que ça, c'est effectivement un gouvernement n'a même pas forcément besoin, et il faut différencier la reconnaissance faciale en elle-même et ça, la reconnaissance faciale pour identification, c'est-à-dire on vérifie que c'est bien vous qui essayez de faire quelque chose, comme on l'a par exemple avec c'est le passeport, je crois, qui est mis en place en France, qui peut poser d'autres problèmes, mais c'est pas exactement le problème que celui-ci dont on parle là. Là, c'est vous prenez la photo. Deux problèmes, c'est-à-dire scraper des données existantes sur le web via les bases de données de type Facebook, LinkedIn et autres réseaux sociaux. Et ensuite, c'est à quel but ça va servir. Alors, il y a ces deux problèmes à prendre en compte. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il me faudrait un jingle, l'avocat du diable. L'avocat du diable. Ouais, c'est genre Patrick est l'avocat du diable. Bon, si on regarde les choses du côté des forces de l'ordre, j'ai un crime qui est commis. J'ai une photo par une caméra de surveillance d'un magasin ou d'une borne de retrait d'argent, d'un automate, et j'ai une photo claire de la personne qui a commis le crime. Alors, si on met de côté un instant, là encore c'est un autre problème qui est important, mais si on met de côté un instant le problème de biais sur les personnes de couleur, sur ces choses-là, de la reconnaissance faciale, qui est un vrai problème, mais si on met ça de côté un instant, le fait d'avoir une photo et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on est quand même en 2020, rendez-vous compte, on ne peut pas, à partir d'une photo, savoir de qui il s'agit, c'est quand même frustrant. Si on a un service qui nous permet, avec la photo de cette personne qui est un criminel avéré, puisqu'on a la photo pendant qu'il commet le crime, si on a un service qui nous permet de rentrer la photo et de voir voilà, c'est telle personne, il a eu, on peut aller retrouver l'endroit d'où vient la photo et confirmer la chose, c'est quand même hyper frustrant de ne pas avoir cet outil, non ? La question que soulève, alors non pas Patrick, mais l'avocat du diable de Rendez-vous Tech, c'est est-ce que la fin justifie les moyens en fait ? Ouais. Et malheureusement, j'ai quand même tendance à penser que dans nos pays civilisés, c'est quand même bien que la résolution de crimes ou de choses aussi graves que des actes de terrorisme n'autorise pas toute initiative sur les personnes, mais y compris sur le plan technologique. Donc bon, j'ai quand même du mal à suivre l'avocat du diable, mais il est là pour jouer son rôle, pour titiller notre réflexion. Je crois que si on pousse effectivement la réflexion du diable jusqu'au bout, le truc c'est que si on avait on parle de dystopie, on parle de société, comment dire, je cherche le mot, de surveillance universelle. Si on avait des caméras partout, dans tous les foyers, dans toutes les boutiques, dans toutes les rues, on pourrait encore plus prévenir le crime. Tu vois, on pourrait et là, ça serait un état idéal pour éviter le crime. Mais à quel prix ? Et c'est comme tu dis, est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est ça, en fait, on pourrait en tout cas repérer tous ceux qui commettent des crimes, mais en fait, on peut repérer tout le monde. On peut tout repérer, oui, parce que exactement. Et l'utilisation détournée de ces choses-là, oui, voilà. Exactement.
Voilà, qu'est-ce que feraient les mauvaises personnes ou les entre guillemets mauvais gouvernements avec ça dans les mains et donc, est-ce qu'on a envie de faciliter ce genre de pratique? C'est quand même un danger pour la liberté assez important. Oui, c'est un choix culturel, hein, au passage. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe en observateur tech un petit peu, on se rend bien compte qu'il y a des différences fondamentales de culture. Je revoyais des éléments relatifs au score social en Chine pour aller sur un sujet un tout petit peu différent, mais sur lequel on peut faire des parallèles. Et quand on interroge des Chinois, hein, des citoyens là-bas, alors mis sous le prisme de l'influence que peut représenter l'État là-bas, mais il y a une forme de satisfaction et de réassurance aux yeux des citoyens. C'est aussi quelque chose de très culturel et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des cultures dans lesquelles ils puissent accepter d'être tous filmés pour prévenir des problèmes. Je pense que c'est pas du tout notre culture et ça soulève des difficultés qu'ils n'ont pas forcément à l'esprit, mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'observer ça aussi sous le prisme des cultures. Je crois, oui, c'est un élément qui est hyper important à prendre en compte aussi. Je crois que si on pousse là encore un tout petit peu plus la réflexion, on arrive assez vite à la conclusion de, au moins sous Mussolini, les trains étaient à l'heure, tu vois. Évidemment. Du coup, il faut le jingle aussi. Et voilà le point Godwin. Mais bon, c'est approprié parce que c'est exactement de ça qu'on parle. Donc. Bon, ce qui est intéressant en tout cas sur ce sujet spécifiquement, c'est le fait que ça soit des données publiques et un danger dont on parle depuis très longtemps qui se réalise. C'est-à-dire, on met toutes nos données publiques sur Internet partout, mais il faut noter, et je conclus avec ça, il y a des choses qui sont possibles, mais qu'on interdit quand même. Il y a des lois assez strictes sur les fichiers, par exemple, en France et en Europe. J'imagine qu'il y en a dans d'autres pays du monde aussi. On peut établir des fichiers à différents usages, mais la loi l'interdit et donc, il y en a qui le font quand même, mais c'est quand même interdit. Là, je crois qu'on rentre dans ce type de catégorie où il y a des choses qui sont possibles. C'est ça, c'est des fichiers, c'est des grandes bases de données, mais parce qu'il peut y avoir des dérives et des utilisations qu'on ne veut pas dans nos sociétés, c'est ce que tu disais Guillaume, ou donc qui peuvent être abusées, comme tu le disais Marion, on décide qu'il ne faut pas le faire. Donc là, la question sur Clearview se pose. Dernier sujet, non, on a encore deux petits sujets que je voulais évoquer dans la partie principale. Le FBI, vous avez peut-être vu des gros titres sur le FBI qui mène une fronde contre Apple, encore une, pour qu'il débloque des téléphones qui ont été utilisés dans des crimes. On revient toujours à cette question de que faut-il faire pour prévenir les crimes. Là, ce sont des crimes qui ont été commis, une attaque, je crois que c'était contre une base militaire, et un attaquant a fait plusieurs morts et s'est donné la mort ensuite en tirant sur l'un de ses téléphones, mais ils ont deux téléphones qui pourraient être utilisés pour avoir des informations sur le crime et le criminel et peut-être ses associés. Et le ministre de la Justice, en quelque sorte, William Barr, a dit qu'Apple n'accepte pas de débloquer les téléphones, comme on l'avait vu dans le cas de San Bernardino, de l'attaque terroriste de San Bernardino il y a quelques mois. Ils demandent à Apple de débloquer les téléphones qu'ils ont, ils en ont deux, et Apple refuse, selon eux. Apple, de leur côté, disent « On a fourni énormément d'aide aux forces de l'ordre, ils auraient visiblement donné accès aux comptes iCloud et à ce genre de choses du criminel, mais les téléphones eux-mêmes, on ne peut pas les débloquer parce que depuis le cas de San Bernardino en plus… Les technologies incluses dans les téléphones pour protéger la vie privée ont évolué et donc aujourd'hui, Apple ne peut simplement pas du tout débloquer les téléphones. Ce qui est encore plus intriguant dans cette bout qui oppose les deux entités, c'est que les téléphones sembleraient être un iPhone 7 d'une part, je crois, et un iPhone 10 d'autre part, qui ont des failles qui sont possible à utiliser pour les débloquer par des outils qui sont vendus, vous le savez, par des sociétés tierces qui permettent de faire ça. Et selon les sources du Wall Street Journal, les agents du FBI sont très surpris, les mots sont plus forts encore, les mots utilisés, sont très surpris par l'attaque politique de William Barr contre Apple parce que ça n'est pas adapté à ce cas précis, sauf si le but de cette attaque n'est pas vraiment de débloquer ces téléphones-là, qui pourraient être a priori débloqués de toute façon,
par des moyens tiers, mais de présenter Apple comme le mauvais garçon et comme un membre de la tech qui ne veut pas aider les forces de l'ordre, pour à terme revenir à ce sujet qui revient depuis des mois et même des années dans la tech, qui est faut-il obliger les sociétés de la tech à inclure des backdoors, des accès dérobés, pour que les forces de l'ordre et les gouvernements puissent accéder à n'importe quel téléphone si le cas est prouvé, etc. Mais qu'il a encore le danger et pourrait-il être détourné de son utilisation première. Je crois que j'ai résumé un petit peu tout le truc, mais on a cette interrogation qui est très forte dans les médias et chez les analystes, en tout cas aux États-Unis. Pourquoi est-ce que William Barr pousse à ce point quand ce cas ne semble pas adapté et à cette problématique, quoi. Marion, est-ce que tu as une théorie sur le ministre de la Justice américain ? Alors, je pense qu'il y a aussi une attaque politique peut-être contre Apple. Voilà, le gouvernement américain actuel envers les sociétés tech est assez, comment dire, il y a pas mal de frictions, pas qu'avec Apple, hein, mais il y a aussi Amazon d'un autre côté. J'irais même plus loin. C'est pas que le gouvernement, c'est toute la classe politique américaine, oui, à droite comme à gauche, qui commence à être. D'ailleurs, on a vu Joe Biden, un des candidats à la présidentielle, du côté des démocrates, donc à gauche, qui a eu des mots très très durs contre Facebook et même en comprenant mal une loi pour laquelle il a voté lui-même sur la responsabilité des sites web et des hébergeurs sur le contenu qu'ils hébergent. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais oui, c'est toute la classe américaine qui commence à être assez remontée contre la tech, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vrai que on a là, en tout cas, Apple de son côté ne peut pas se permettre encore plus qu'à l'époque de San Bernardino de prévoir des backdoors, de livrer des choses, etc. dans l'iPhone, vu qu'ils ont fait comme un argument, ils ont pris comme argument marketing la protection de la vie privée. Maintenant, ils s'en servent vraiment comme speech et positionnement marketing au niveau de la marque. Donc là, ils vont devoir mener ce combat politique encore plus loin. Mais c'est vrai que c'est assez étrange ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Guillaume, lui, a une hypothèse sur le sujet. Ouais, mon hypothèse elle rejoint très très fortement la tienne, Marion. Pour moi, c'est très politique. William Barr a été nommé, si je dis pas de bêtises, par Trump comme procureur général des États-Unis. Alors même si après il y a des votes, hein, mais enfin il a été quand même nommé par Trump. Et si j'étais à la place de William Barr, même si j'avais absolument pas besoin que Apple déverrouille des iPhones, si j'ai des SMS de Donald Trump qui me demandent de le faire, je le demanderai. Ouais. Je crois qu'il y a effectivement c'est intéressant de mettre en fait ce sujet dont on a certainement entendu parler dans ce contexte où en fait a priori les téléphones sont suffisamment vieux pour qu'ils n'aient pas besoin de l'aide d'Apple pour les déverrouiller. Et on se souvient que dans le cas de San Bernardino, c'est ce qui s'était passé au final. Ils avaient abandonné les poursuites dont ils imaginaient qu'ils pourraient peut-être ne pas les gagner devant un tribunal. Parce que ça avait été débloqué par une société israélienne dont on avait parlé à l'époque. Et on se demande si on n'est pas dans un contexte comparable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il pousse ? Je pense que c'est pour changer le regard des gens sur Apple et la tech dans son ensemble. Donc, c'est intéressant à comprendre. Mais d'ailleurs, il y a eu un tweet de Donald Trump à ce sujet où il accuse, enfin là pour le coup dans son tweet, il accuse Apple d'être pratiquement contre les États-unis, quoi. Oui, c'est un tweet de Donald Trump, donc. Voilà, c'est ça, tout en modération. Il fait pas dans la finesse. Ouais. Voilà, et donc ça ressemble plutôt à un coup politique qu'à autre chose, quoi. Et c'est un petit peu étrange comme tactique, mais. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Apple a, selon ses agents du FBI interrogés par le Wall Street Journal, amplement collaboré en donnant autant de choses qu'ils pouvaient. Donc c'est limite contre-productif. Oui, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont fourni plein des gigas de données qui étaient sauvegardées sur iCloud. Donc, en gros, ils ont mis à disposition des autorités tout ce qu'ils avaient à disposition. Mais ils ont vraiment coopéré. Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir plus s'ils changeaient le chiffrement des téléphones à l'avenir ? C'est ça. Et là, on revient sur notre point d'origine. Ouais, c'est ça. Si les autorités peuvent utiliser cette backdoor, qui d'autre peut l'utiliser ? C'est ça.
une autre question qui est à l'origine de tous les débats sur Twitter, ou à laquelle on revient souvent, c'est la question du bouton éditer, qui est, pour les utilisateurs de Twitter que nous sommes, un sujet récurrent. Jack Dorsey a fait un Q&A, un Ask Me Anything, sur les différents sujets sur Twitter, et une personne lui a posé une question sur le bouton éditer, et il a dit, eh bien, a priori, nous le ferons sans doute jamais. Et sa justification, c'était intéressant. Il a dit, d'une part, Twitter a été fondé sur l'immédiateté des échanges, et donc le fait, par exemple, de laisser un délai de 30 secondes avant de vraiment le poster, rien que 30 secondes, si on ajoute 30 secondes à 30 secondes à 30 secondes, ça change beaucoup dans l'immédiateté du réseau. Et d'autre part, si votre tweet est retweeté ou repris, ou on y répond, et que vous le changez ensuite, ça peut être utilisé de manière un petit peu néfaste, là encore, ou de manière mal intentionnée. À ces arguments qui pourraient se tenir, disons, on pourrait répondre que si on a un historique du tweet, on peut voir de quoi il s'agissait. On pourrait dire qu'on peut le poster tout de suite et puis le changer ensuite. Mais le truc, c'est que Jack Dorsey, ça a l'air plus philosophique qu'autre chose, quoi. Philosophiquement, il se dit, je ne veux pas qu'on puisse changer les tweets une fois qu'ils sont partis dans le public, dans l'univers. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Est-ce que, Guillaume, tu comprends, toi, les arguments que Dorsey avance pour dire on ne le fera jamais ? Moi, je fais partie de ceux qui comprennent pas du tout la position et qui suis en plus à titre perso très frustré, donc ça rejoint sans doute ce problème-là, parce que je me relie pas assez. On est dans une période de la vie technologique où on ne se relie sans doute pas assez, ça c'est clair. Mais les raisons philosophiques qui sont évoquées par Jack Dorsey ne sont pas suffisamment pédagogiques pour qu'on puisse aller dans son sens, parce que tu le dis, il suffirait d'avoir un bouton édition et de montrer que le message a été édité. Il y a des systèmes de messagerie qui le font très bien, il y a Telegram qui fait ça très très bien, même Facebook le fait pas trop mal, donc je trouve que l'explication ne tient pas beaucoup à mon sens. Marion ? Moi je suis pas d'accord. Ah oui, d'accord, super. C'est pas moi qui vais devoir me faire l'avocat du diable, c'est l'avocate du diable, vas-y. Il me faut mon jingle aussi. Ouais. Non, mais en fait, en tout cas, moi personnellement, je comprends son positionnement et je suis assez d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le point de vue de Twitter, c'est ce qu'il a dit, c'est l'immédiateté. Qui va aller cliquer sur un tweet pour aller ensuite chercher l'historique des éditions de ce tweet pour voir comment il a été modifié, etc. Enfin, ça devient, on voit comment tout démarre très très rapidement sur Twitter. C'est l'essence même de Twitter et c'est un de ses plus gros problème également. C'est que la vitesse de réaction provoque tous les problèmes, quoi. La vitesse de réaction, mais ça c'est un problème lié à la définition même de Twitter. Et je veux dire, tu peux pas, c'est pas une fonctionnalité d'édition de tweet qui va résoudre le problème. Le fait d'éditer un tweet va permettre de faire dire n'importe quoi à ceux qui ont répondu. Donc c'est un gros. Oui, mais si tu vas voir l'archive du truc, tu conserves les versions précédentes, non ? La raison pour laquelle je te pose la question, plus spécifiquement, c'est que c'est vraiment ton cœur de métier. Toi, tu es dans le design d'interface, la relation entre l'homme et la machine et l'interface, et la manière dont l'interface modèle le produit. Donc, tu es exactement la personne à laquelle il faut demander. Donc, ouais, vas-y. C'est quoi les problèmes à résoudre ici quand on souhaite une fonctionnalité d'édition ? Pourquoi toi, Guillaume, tu souhaiterais pouvoir éditer Je pense que simplement d'un point de vue image, ça me fait chier de diffuser un message publiquement où il y a des fautes, quoi. Enfin, typiquement, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Si par exemple, je sais pas s'il y en a d'autres. Il y a un lien vers lequel je renvoie dans mon tweet pour la source de mon message et que je veux rajouter un autre lien. Enfin, je pense que si on se creuse la tête ensemble, on va trouver plein de cas pratiques dans lesquels l'édition serait géniale. Et je trouve que la position de dire il y a l'immédiateté, mais quelque part l'immuabilité de ce qu'on diffuse dans Twitter ne tient pas non plus, dans le sens où on propose déjà aujourd'hui de le supprimer et d'en refaire. Donc pour moi, ça tient pas non plus, tu vois. En fait, il faut voir qu'est-ce que peut apporter de manière positive la fonctionnalité d'édition versus toutes les dérives que ça peut engendrer et qu'il va falloir patcher avec des nouvelles fonctionnalités de produits, etc., qui vont complexifier le produit, le rendre inutilisable ou très compliqué à adopter par d'autres personnes, etc.
Je veux dire, tu fais une faute dans un tweet, t'es humain, tout le monde peut faire des erreurs, c'est pas très grave, tu fais un tweet de correction derrière, voilà, ça arrive. Sinon, tu prends l'habitude de réfléchir pendant 30 secondes avant d'envoyer ton tweet, au lieu que la machine le fasse pour toi, et tu attends et ça avance. Mais je veux dire, tout ce qui peut se passer ensuite dans envisager d'éditer des tweets va ouvrir la porte à plein de complexités, de conséquences qui va être une grosse galère à gérer, de 1 pour Twitter, pour les ingénieurs, pour les designers, désolé, et de 2 pour les utilisateurs aussi derrière. Je dirais que sur la question des fautes d'orthographe, je suis d'accord avec toi, c'est pas la fin du monde, tu fais une faute d'orthographe, tout le monde sait que c'est Twitter, tout le monde en fait, ça va, c'est pas grave. Par contre, sur le fait de tweeter un truc ou donner une information erronée, on la perd des mains assez vite. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé et ça continue à être diffusé, l'information continue à être diffusée, je pense que ça serait pas mal. Alors oui, on peut supprimer le truc, mais encore mieux, ça serait de pouvoir... Peut-être qu'on n'a pas besoin d'éditer, mais ajouter une notice. Peut-être que ça, c'est un problème différent. Genre, tu diffuses un truc, tu te rends compte que c'est pas vrai, et tu ajoutes une notice qui est attachée à ce truc, genre un tweet supplémentaire, mais qui est pas juste une réponse qui se perd dans toutes les réponses, mais qui apparaîtrait avec un petit point rouge, genre, au fait, sur cette info, je me suis planté, et peut-être que ça pourrait être un moyen de résoudre le problème sans avoir l'édition du tweet, forcément. Peut-être que, en fait, en essayant de te contrer, Marion, je me suis convaincu que tu avais raison. Donc, bien joué. C'est dire parce qu'en effet. Ok, l'inception de Marion a fonctionné, elle est trop forte. Ouais, bon, ok, peut-être qu'on n'a pas de besoin de ce bouton d'édition. Pas besoin de bouton d'édition si on peut ajouter une notice corrective. Ça serait pas mal. Ok, bon, Marion a raison. La conclusion de toutes les conversations. J'aime bien ce rendez-vous tech. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler des patriotes. Je rappelle quand même ce Ask Me Anything qui arrive demain matin si vous êtes patriote, et le freelance que je recherche, le lien est sur le site, enfin l'article est sur le site. Donc si vous êtes intéressé ou si quelqu'un de vos proches est intéressé, n'hésitez pas à les en informer. Et donc le Q&A qui arrive demain matin, si vous avez des questions sur la manière dont se passe la pub, etc., allez voir sur Patreon. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission en général, vous pouvez faire comme Zanziz sur Apple Podcast qui dit: allez, j'allais faire mon chieur sur les derniers épisodes, mais force est de reconnaître que je suis quand même très heureux de retrouver Patrick et ses confrères consoeurs chaque semaine. Émission très claire et bien animée. Merci à toi, Zanziz. Et si, comme Zanziz, vous vous dites: ah, quand même, ça fait plaisir de retrouver l'émission, c'est hyper sympa, je passe un bon moment, je m'informe, j'ai des sujets bien expliqués, bien analysés, et peut-être pensez à devenir patriote du Rendez-vous Tech. Vous allez sur patreon.com/rdvtech. C'est un moyen super simple, ça se fait en 2 secondes. Vous donnez une somme qui est fixe par épisode, vous choisissez le nombre d'épisodes. C'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. C'est grâce à ça que l'émission existe, parce que la pub c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. C'est vraiment grâce aux patriotes, grâce à vous et à votre choix, à votre action, que l'émission existe. Donc si vous appréciez l'émission, vous voulez faire un bon geste et en plus avoir des bonus sympathiques, eh bien vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. J'apprécie énormément. Bon, on continue avec les news et rumeurs. Et la première rumeur, enfin les 2 premières rumeurs, c'est sur les nouveaux téléphones de l'année. Et on a le Samsung Galaxy S20. On était au S10 l'année dernière, donc on met un 2 au lieu du 1. C'est comme ça que ça marche, la numérotation. Le S20 qui va arriver en février. C'est marrant parce que du coup, on aura l'iPhone 12. Et de l'autre côté, le S20... Oh, mais 20, c'est beaucoup mieux, évidemment. Alors, ils seront tous en 5G. Il y aura 3 modèles, un à 6,2 pouces, un à 6,7 et 6,9. Donc, quand même tous relativement grands. Et surtout, le S20 le plus grand, le Ultra,
aura un appareil photo, un capteur de 108 mégapixels et un zoom optique x10. On voit que ces appareils très haut de gamme continuent à se focaliser sur l'appareil photo comme l'élément qu'ils peuvent améliorer autant que possible. On aura 4 objectifs différents au dos de l'appareil, un écran 120 pouces, un scanner d'empreintes digitales sous l'écran et pas de port jack. Ça c'est marrant parce que c'est décidément acté. Et puis de l'autre côté, on a le Huawei P40 Pro. Le P30 avait été très très apprécié l'année dernière et il semblerait que leurs appareils photo Leica au dos aient aussi 5 ou 6 éléments, dont 4 caméras au moins, et toujours pas de port jack. Là encore, c'est complètement acté. Et il aura d'ailleurs le P40, visiblement, 2 caméras sur le devant de l'appareil, donc 2 caméras de selfie. C'est des beaux appareils, hein. Vous êtes client, je sais que vous êtes tous les deux sur iPhone. Ah non, Marion, t'es peut-être sur Android, toi, encore, ou t'es revenu sur iPhone, je sais plus. Non, je suis revenue sur iPhone. J'ai un petit Android dans mon tiroir, mais quand même. Bon. Alors ça vous dit ces appareils photo de folie, 108 mégapixels, on est plutôt de l'ordre de 10 ou 15 généralement dans les téléphones haut de gamme. Marion, 108, c'est beaucoup mieux que 10 ou 15, non? C'est la surenchère. Je sais pas, bientôt, je regarde les photos des smartphones, bientôt on aura tout le dos du smartphone couvert d'appareils photo. Non, mais en fait, c'est peut-être un peu étrange, mais je déteste prendre des photos avec un smartphone. Ah oui? Ah d'accord, bon bah ok, c'est pas toi qui faut poser la question. Voilà, je suis pas du tout cliente, la seule utilisation que j'en ai, c'est pour les concerts. D'accord, toi t'es une vraie photographe, tu prends pas de photos avec les smartphones. Guillaume, 108 mégapixels, ça te ferait, bon peut-être pas jeter ton iPhone, je sais que t'es très Apple, mais peut-être que tu voudrais quand même un 108 mégapixels sur l'iPhone 12. Bon, pas forcément. Je rentre pas dans les détails. Il y a des très bonnes vidéos de chaînes que Marion pourrait bien mieux vendre que moi, qui vous expliqueront bien mieux les photos et les avantages des mégapixels. Mais je vais préciser quand même pour les auditeurs sur ce point, c'est que quand on rajoute des pixels dans les capteurs, ça diminue la quantité de lumière parce qu'ils sont plus petits généralement. Ça diminue la quantité de lumière qui rentre dans chaque pixel, donc ça ne veut pas forcément dire que les photos sont meilleures qu'avec moins de mégapixels. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Mais vas-y, continue. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est effectivement cette surenchère, comme tu dis, Marion. Et moi, je me suis rendu compte en 2020, en 2019, pardon, et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais à quel point le matériel fait vraiment plus rêver personne. Alors au-delà de smartphones pliants et d'autres technologies comme ça un peu disruptives, pour utiliser le terme, je trouve que ça fait plus rêver personne et que ça y est, on est arrivé à un âge où en fait on pourrait nous changer les chiffres d'un mois sur l'autre et ça nous interpellerait pas plus que ça. Alors c'est peut-être moi, hein, je regarde peut-être ça beaucoup sous mon regard à moi, mon prisme qui n'est pas représentatif de la sensibilité tech du grand public, mais bon. Non, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Je pense que c'est la maturité du marché qui, voilà, on a atteint une certaine maturité qui fait qu'on n'est plus aussi excité. Il n'y a plus un saut technologique incroyable à chaque génération. Bah d'ailleurs, même ça se sent dans les émissions. Je pense que si on va réécouter les rendez-vous tech d'il y a 10 ans, et même plus de 10 ans maintenant, ouf. Genre le sujet principal, c'était les smartphones. Ah, mais quelle fonctionnalité a tel nouvel Android, tel nouvel iPhone. Maintenant, c'est bon. Oh, ouais, un appareil photo 100. Et ça se trouve, le 108 mégapixels, il sera génial. On verra à ce moment, mais ça se trouve, ils auront un capteur plus grand, ça fera des photos incroyables, machin. Mais c'est sûr que c'est moins excitant. Bon, un écran 120 Hz. Ok, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. 3200 x 1440 pixels pour l'écran. Bon, très bien. C'est peut-être les téléphones pliables dont on va découvrir les usages. Ça, c'est un peu plus excitant déjà, mais à côté de ça... Voilà, non mais c'est ça. À côté de ça, on est parti dans d'autres considérations, quoi. Les lentilles connectées, par exemple... Moi, ça pourrait vraiment m'intéresser. Bon, ensuite, il faudra que je commande une lentille. Elle va coûter genre 6 700 € et il faudra qu'elle soit adaptée à ma vue parce qu'en plus, ou alors je mets les lentilles et des lunettes par-dessus. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste avoir des lunettes avec le même écran minuscule qui pourrait... Enfin bon, bref. Mais non, Patrick, la lentille va détecter ta vision et va s'adapter automatiquement. Oh là 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 là. Mais attends, mais comment on la charge, la lentille, ensuite?
il faut. Elle se charge à distance ou elle a une petite batterie. J'adorerais porter une batterie sur mes lentilles. Non, mais c'est ce qu'ils ont prévu, c'est qu'il y a déjà une batterie là-dedans. Donc, petite batterie lithium-ion, faut pas qu'elle explose, hein, pour le coup, parce que. Ça. Bon, un autre truc qui est en train d'exploser, c'est Google. Non, pas Google, mais les cookies tiers qui vont être retirés de Chrome dans les, je crois, dans les 2 ans à venir. Je sais plus. Ils ont un plan pour retirer les cookies tiers entièrement de Chrome. Alors, c'est une tendance qui est déjà présente chez Apple, chez Firefox, si je ne m'abuse. Pour ceux qui savent pas. Les cookies, alors c'est bien sûr de délicieux biscuits qu'on peut manger, mais c'est aussi un outil informatique qui est un petit fichier qui est déposé sur votre ordinateur ou votre smartphone quand vous visitez un site et qui a des informations sur votre session de visite. Donc, qui vous êtes, est-ce que vous êtes connecté sur ce site, vos préférences sur ce site, c'est en local sur votre ordinateur. Si vous avez un compte, ça peut être détecté par votre compte, mais si vous n'avez pas de compte, ça peut être géré de cette manière. Et il y a des cookies tiers, c'est-à-dire des cookies d'un autre site qui sont laissés par l'intermédiaire de ce site que vous visitez. Et ça sert énormément au tracking publicitaire. Donc, c'est des sociétés de pub qui vont mettre pour leur compte un cookie sur votre ordinateur à travers le site que vous êtes en train de visiter, avec l'accord du site bien sûr. Ces cookies tiers ont très mauvaise presse depuis quelques années. Comme je le disais, Apple s'en est plus ou moins débarrassé, Firefox s'en est plus ou moins débarrassé. Les bloqueurs de cookies et de pubs font énormément de ce travail. Et Google, c'est un énorme truc puisque Google a décidé d'interdire les cookies tiers sur Chrome, qui est évidemment le navigateur dominant, en particulier en Europe. Enfin, je crois, oui. Enfin, dans le monde, en tout cas, il est le navigateur dominant. Google qui fait de l'anti-pub, c'est un peu bizarre quand même. On se dit, ils doivent avoir, eux, un autre moyen de gérer les choses de toute façon, mais leur métier, c'est la pub. Et quand ils disent, je vais par exemple au hasard, je sais pas moi, sur corben.info, je sais pas s'il y a de la pub de ce type-là sur corben.info, mais Google, c'est pas uniquement par leur site à eux qui font de la pub, c'est sur les sites tiers. Donc, si ils interdisent les cookies tiers sur les sites de Corben au hasard ou de Patrick, bon, moi, il n'y a pas de pub sur mon site, mais s'ils interdisent les cookies sur FrenchSpin, eh ben, ils se font du mal à eux-mêmes, à leur propre business. Il y a anguille sous roche, là, il y a une entourloupe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passe du côté de Google ? En tout cas, ça montre une chose, ça montre qu'ils en ont plus besoin des cookies Google pour vendre de la pub. Et alors, c'est un plan sur 2 ans où il y a les cookies qui sont concernés, mais aussi des éléments d'information sur la nature du navigateur, de l'appareil qu'on utilise, qui vont être un peu, pas vraiment anonymisés, mais en tout cas, ils vont avoir de moins en moins d'intérêt puisqu'ils vont être de moins en moins détaillés. Mais moi, ça me fait penser à ce comportement que vous avez tous eu l'occasion de partager avec quelqu'un autour de vous qui vous dit mais regarde, enfin, je t'ai parlé de croquettes pour chat et regarde mon fil d'actualité sur Facebook, j'ai une pub pour les croquettes pour chat. Tu vois bien qu'ils nous écoutent. Et en fait, ça montre à quel point, au contraire, le ciblage publicitaire aujourd'hui, ils n'ont plus besoin des bonnes vieilles méthodes qu'on connaissait par le passé, telles que les cookies ou telles que bêtement enregistrer ce qu'on saisit sur notre clavier. Mais les ciblages publicitaires sont beaucoup plus puissants qu'on ne l'imagine maintenant. C'est aussi ça que ça révèle, en fait, c'est qu'il n'y a plus besoin des cookies pour faire de la pub. Ouais. Et peut-être aussi que d'une certaine manière, étant donné que ils peuvent, alors on aura les détails certainement à un moment, mais nous cibler de cette manière, peut-être que ça peut aider, au contraire, Google qui est très très compétent dans ce domaine et les grandes sociétés de la tech qui sont très compétentes dans ce domaine à devenir encore plus anti-compétitifs. Parce que les cookies, c'est un moyen, on va dire aujourd'hui simple de traquer. Eux qui ont des moyens plus complexes, eh ben, en supprimant l'utilisation des cookies, oui, ça bénéficie à la vie privée dans une certaine manière, et c'est une bonne chose qu'il faut a priori faire, oui, mais c'est une pierre deux coups, quoi. Du coup, ils sortent un petit peu plus les concurrents de ce marché, peut-être. Je pense que c'est surtout ça la stratégie de Google, ouais, c'est-à-dire qu'on remarquera de manière très intéressante qu'ils sont un peu les derniers à prendre cette décision, c'est-à-dire qu'Apple avait déjà, Apple ne fait pas aussi son business là-dessus, mais Apple avait déjà supprimé les cookies, Firefox avait aussi pris des mesures, Google a attendu que certaines grosses sociétés s'y mettent en premier, puis ensuite a commencé à dire oui, nous aussi, etc., on va s'y mettre, mais en fait ce qui est vraiment intéressant,
c'est que Google, Facebook vont pas être impactés. Donc Google et Facebook, ils sont énormes en termes de ciblage publicitaire, vont pas être forcément impactés par cette mesure parce qu'ils ont suffisamment d'autres moyens plus sûrs et plus utiles, enfin plus avec plus de données qu'ils accumulent sur les utilisateurs et ils ne comptent plus sur les cookies. Mais par contre, en effet, ils sont en train de tuer et d'évaluer, c'est ça, de dévaluer, ouais. Voilà tous les autres compétiteurs en fait qui sont uniquement sur ces cookies ou en tout cas qui reposent beaucoup plus que Google et Facebook. Donc en termes de compétition, là ils viennent de porter un gros coup et on l'a vu notamment au niveau de la valorisation de Criteo. Hein. C'est marrant parce qu'il y a ça d'une part, il y a aussi l'initiative d'Apple qui a énormément dévalué la valeur de ce type de publicité parce que c'est plus difficile de cibler précisément les utilisateurs depuis qu'Apple a fait ce changement dans leur OS. Et d'ailleurs, c'est un petit peu lié, mais il y a un article très intéressant dans The Atlantic de Alexis Madrigal qui commence à évoquer l'idée qui, à mon avis, va être de plus en plus prévalente dans les mois à venir, que aujourd'hui en fait, l'une des valeurs essentielles de la Silicon Valley et de la tech, c'est que n'importe qui peut venir et disrupter les incumbents, les gros acteurs du marché. Et c'est ce qui s'est passé depuis 50 ans. On a eu depuis 50 ans des exemples d'énormes acteurs qui se sont fait bousculer par des petites startups. Et ce qu'avance Madrigal, c'est cette idée que c'est plus le cas aujourd'hui. Et la défense de Zuckerberg et de tous les autres qui est il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse rester aussi peu régulé et protégé, enfin pas protégé, mais il ne faut pas qu'on fasse des lois contre nous parce que n'importe qui peut venir et nous disrupter. Ils avancent d'ailleurs le fait que dans la Chine, qui est un pays avec d'énormes sociétés aussi, eux, on va pas les diviser, on va pas les attaquer parce que ça va être le gouvernement chinois qui s'en sert, on va dire. Mais cette idée que la disruption est plus aussi facile qu'à l'époque, ou peut-être même impossible, maintenant qu'on a les Google, les Facebook, etc., qui ont verrouillé le marché, est une idée qui, à mon avis, est intéressante. Je ne suis pas convaincu que ça soit complètement vrai, mais c'est sûr que depuis, on va dire, 10 ans, des gros disrupteurs, on n'en a pas vu presque aucun, je crois. Ouais, je pense que c'est, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je pense que c'est un peu la question qu'il faut se poser. C'est que derrière chaque action de ces gros acteurs technologiques, est-ce qu'ils sont pas en train justement, une des stratégies, c'est de renforcer leur position et leur monopole, hein, de toute façon. Et là, pour moi, c'est clairement un des mouvements de Google, hein, ce qu'ils viennent de faire. Ouais. Bon, donc la disruption, peut-être c'est un vieux souvenir. Moi, je pense que le marché logiciel et des services est tellement fluide que ça reste possible. Mais force est de constater que il y a peut-être Slack qui est un peu plus récent que ça, mais à part ça, le dernier, c'est peut-être Uber et la vague Uber Airbnb. Mais c'est tout. Et ils sont plus tout récents, quoi. Ça doit être 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et bon, on verra dans les années à venir si ça se confirme. Allez, encore quelques petits sujets. L'Union européenne, on entend beaucoup de son combat contre les ports Lightning. Et c'est très mal compris parce que certains en tirent la conclusion que l'Union européenne voudrait forcer Apple à supprimer le port Lightning de ses téléphones et à passer à l'USB-C. C'est pas du tout ça, en fait. Ce que veut aujourd'hui l'Union européenne, c'est que les chargeurs aient des ports unifiés. Ça soit des chargeurs unifiés qui soient utilisables sur tous les différents appareils, les différents téléphones en tout cas. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à mener ce combat, il y avait genre une trentaine de chargeurs différents parce que c'était des ports différents. Aujourd'hui, on en a genre 3 différents.
Et surtout, les chargeurs avec port USB-C, c'est devenu le standard dominant. Et Apple en a déjà pour certains appareils. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'au lieu d'avoir un port USB-A classique sur le chargeur, ils aient un port USB-C dès cette année même, mais que par contre, du côté de l'appareil, du téléphone ou de l'iPad, pour certains iPads, eh ben, on continue à avoir un port Lightning pendant un moment, jusqu'à ce que peut-être ils se débarrassent complètement des ports tout court et que tout se fasse par chargement sans fil. Mais donc, ils ne passent pas par l'étape USB-C sur leur téléphone, mais par contre sur le chargeur, il est possible qu'ils le fassent déjà, et c'est ça que veut l'Union européenne. Donc, je voulais le mentionner. Et puis, il y a une méta-étude qui a analysé des études sur la dépression, l'anxiété chez les adolescents, et ils ont conclu que le lien entre l'usage des réseaux sociaux et la dépression et la frustration, l'anxiété chez les jeunes était pas si évident que ça. Les liens qui ont été établis par ces différentes études, ils en ont étudié une quarantaine, comme je disais, sont assez faibles, assez limités, et surtout, il n'y a pas de constance de cause à effet. C'est parfois oui, parfois non. Il n'y a pas de conclusion claire qui peut être tirée. Alors, ensuite, on a tous des exemples dont on peut parler, et je sais que certains thérapeutes disent bah oui mais moi j'en vois tous les jours, mais c'est intéressant de voir que cette méta-étude semble ne pas être aussi claire dans ses conclusions qu'on aurait pu le penser. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu pas de panique, mais enfin de conclusion rapide, quoi. Genre, de nos jours, les réseaux sociaux, c'est stressant parce que ça nous montre le monde tel qu'il n'est pas, et tout le monde a l'impression de devoir être aussi beau que sur Instagram. Et il y a des gens qui se font faire de la chirurgie esthétique, qui demandent de la chirurgie esthétique pour avoir la tête comme dans les filtres sur Instagram. C'est un petit peu des conclusions faciles. Je pense qu'il est important de se baser sur des réflexions un petit peu plus scientifiques, quoi, pour ça. Et bon, je sais pas, là non plus, il faut plus d'études et plus de réflexion, mais c'est intéressant de voir que c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Ouais, non, je sais pas si. Ouais, non, en fait, juste deux choses, c'est marrant parce qu'en fait, déjà, moi, j'ai vraiment appris quelque chose, du coup, sur la base de ton conducteur, Patrick, au sujet des chargeurs, parce que je faisais partie des personnes qui comprenaient mal le sujet. Donc, je suis content. Je vais être honnête, moi aussi, je le pensais. Donc, merci à Cameron Faulkner de The Verge, c'est grâce à lui. Ouais. Merci beaucoup pour ton explication, je trouve ça très intéressant. Ça m'a d'ailleurs fait vraiment stresser en voyant aussi en parallèle les news ces derniers jours enfin les rumeurs plutôt que des news d'ailleurs, qui indiqueraient qu'effectivement Apple se débarrasserait complètement des ports de chargement. Ça m'embêterait beaucoup plus que quand ils ont abandonné le port jack, mais bon, c'est un autre sujet. Et l'étude sur la méta-étude plutôt sur les réseaux sociaux et les jeunes, je me demande aussi, j'ai pas les détails sur la période concernée, etc., mais je me demande aussi si on peut vraiment encore considérer que les applications qu'utilisent, allez, on va dire les jeunes, mais peut-être le grand public aujourd'hui, sont vraiment encore des réseaux sociaux. La définition est hyper large, mais ce qu'on a en tête, nous, plus de 30 ans, comme souvenir et comme vision des réseaux sociaux, c'est Facebook, quoi. Et malheureusement, les jeunes et les adolescents maintenant sont plutôt dans des usages de messagerie enrichie de type TikTok, Instagram, Snapchat en son temps. Et je ne sais pas si on peut vraiment effectivement avoir cette même image des réseaux sociaux concernant eux, ce qu'ils utilisent, et nous, ce qu'on envoie. Donc j'aimerais bien aller creuser en fait cette méta-analyse pour voir sur quoi elle se base. Je pense que la première chose sur quoi se base une recherche, c'est demander aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils utilisent. Oui, Ils vont pas partir du constat que tout le monde va utiliser Facebook. Ils vont d'abord poser la question sur les habitudes d'usage. Ce qui est intéressant ici, c'est chaque génération va diaboliser une technologie, tu sais, sur laquelle après les jeux vidéo. Voilà, exactement. Je veux dire, moi, quand j'étais petite, on disait mais mon Dieu, les jeunes sur les jeux vidéo qui passent des journées entières là-dessus, ils vont être complètement asociaux, etc., etc. Il y a toujours une diabolisation. Alors évidemment, l'excès dans une activité va toujours avoir des conséquences. Maintenant, c'est intéressant de prendre un peu plus de recul et d'analyser en détail, quoi. C'est marrant ce parallèle que tu fais, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas le cas avec les réseaux sociaux. Il y a certainement, ça affecte les dynamiques sociales, c'est certain. Mais le parallèle avec la question des réseaux sociaux, des jeux vidéo dans lequel j'ai baigné pendant ma jeunesse. J'aime bien ta définition de plus de 30 ans, Guillaume. Ça me plaît. On va pas dire
autre chose. Hein. Moi je suis à plus de 30 ans, c'est factuellement exact. Mais oui, donc j'ai baigné dans cette haine, pas cette haine, mais cette peur du jeu vidéo. Évidemment, peut-être que dans le cas des réseaux sociaux ou des messageries privées, ça a plus d'effet, mais c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder les études et de voir concrètement ce que ça veut dire dans la réalité, et pas juste les fantasmes d'une génération qui comprend peut-être pas les dynamiques de la génération suivante, effectivement. Allez, passage en rafale des news à retenir pour conclure. Fitbit serait en train d'activer les capteurs d'oxygène du sang dans certains de ces appareils. On parlait la semaine dernière de WeThings qui faisait ça pour surveiller le sommeil. Donc c'est définitivement une technologie qui est en train d'arriver. On ne serait pas surpris de la voir dans l'Apple Watch, dans la prochaine Apple Watch l'année prochaine. Microsoft a lancé son navigateur Edge basé sur Chromium. Alors, on pourrait en parler longtemps sur les effets que ça a sur le marché des navigateurs, cette dominance maintenant absolue de Chromium comme seul moteur. Alors, Chromium, c'est la base de Chrome, mais aussi la base d'autres navigateurs, et c'est bien le problème. Il y a une méthode de rendu qui maintenant domine le web. On pourrait en parler bien longtemps, mais en tout cas, maintenant, Edge fonctionne bien. Moi, je l'ai téléchargé et il fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup, le Edge de Microsoft. C'est la petite vague au lieu du E. Donc c'est marrant, j'ai plusieurs navigateurs dans ma barre de navigateurs. Il y a Firefox d'un côté et Edge de l'autre. C'est presque l'inverse l'un de l'autre. Ils ont tous les deux genre le renard qui fait une sorte de petit cercle et il est rouge. Edge, c'est un cercle qui est un petit peu plus avancé et il est bleu et vert. C'est marrant. Rouge et jaune et bleu et vert. On a des chiffres sur Netflix. 1 Français sur 10 paye Netflix. 1 Français sur 10 le paye. Et donc, combien de personnes dans le foyer et combien de personnes partagent le compte à Netflix? Je pense qu'on peut imaginer sans trop d'exagération que un bon moitié de la population française a accès à Netflix, en tout cas. Bon, je ne sais pas si c'est la moitié, mais en tout cas, 10% payent l'abonnement. C'est impressionnant. Instagram, en parlant de vidéos sur le net, le grand espoir anti-YouTube, IGTV, Instagram TV, eh ben, il semblerait qu'ils soient en train de le ranger dans les placards. Ils sont en train de retirer le bouton d'accès de l'app Instagram de base à l'app IGTV, aux données, au contenu IGTV dans l'app de base. Il semblerait que l'application ait été téléchargée seulement 1 million de fois aux États-Unis. L'application IGTV, bon, en gros, IGTV, ça semble pas être un succès. Je sais pas si c'est une bonne chose, parce que YouTube continue à être le seul acteur dans ce domaine, ce qui est pas forcément une bonne chose. Et enfin, Microsoft a promis, ils ont fait un pledge, comme on dit, ils ont promis, de devenir carbone négatif d'ici 2030. Ça veut dire que ils contribueront au retrait du carbone de la Terre plus qu'ils n'en produisent. Ils en produiront encore un petit peu, de moins en moins bien sûr, mais ils en produiront encore un petit peu, mais ils contribueront à en retirer encore plus qu'ils n'en produisent, donc ils seront carbone négatifs, et ils veulent supprimer entièrement leurs émissions d'ici 2050. Et en plus de ça, ils font un fonds d'1 milliard, un fonds d'innovation pour aider le climat. 1 milliard, bon, c'est quand même pas rien, bien sûr, ça représente pas beaucoup sur les chiffres d'affaires de ces grandes sociétés, mais 1 milliard, c'est considérable. Sur tous ces sujets, là, j'ai envie de demander greenwashing point d'interrogation, mais en même temps, si c'est effectivement le cas, on ne va pas cracher dessus non plus. Mais sur tous les autres sujets, vous êtes libre, vous pouvez commenter à loisir. Dites-moi, Marion, allez, on commence avec Marion. Dis-moi tout. Écoute, Fitbit, c'est intéressant de voir leur shift vers vraiment des wearables, des accessoires qui sont vraiment orientés santé. Voilà, ils ont amorcé un pivot, à voir si ils auront du succès en pivotant de cette manière-là. Je trouve ça très intéressant comment le logo de Edge est très très basé sur Firefox. Mais bon, on va dire que c'est de l'inspiration, hein. Ça représente presque un E en fait, on va dire. C'est un petit peu un E. On pourrait dire que c'est une transformation du E, quoi. Oui, on peut.
Pour Netflix, ça va être très très intéressant là dans les années à venir. Pas forcément cette année parce que c'est encore trop récent pour les autres plateformes qui viennent de se lancer ou vont se lancer cette année. Mais je pense que l'année prochaine, de voir un petit peu les chiffres de Netflix et des autres de la compétition, ça va être assez intéressant. Et c'est vrai qu'on est passé on est vraiment encore sur le contenu vidéo, mais le contenu streaming, plateforme de streaming vidéo quoi. J'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai qu'ils ne donnent pas ce genre de chiffres généralement. Il n'est pas impossible que ça soit la dernière fois qu'on ait un chiffre de ce type de chez Netflix parce qu'ils sont au top. Et là, on a Disney+ qui arrive en mars et d'autres, enfin Salto et d'autres. Et donc, ils disent, bon, on donne ce chiffre maintenant et après, voilà, c'est fini. Donc, dans la mémoire des gens, ça sera à jamais 10% de la population, enfin 6,7 millions de comptes, quelque chose comme ça. Oui, assez intéressant, ouais. C'est vraiment pour eux le moment de communiquer. Hein. Ils sont encore dominants sur tous ces marchés-là, donc il faut qu'ils en profitent, quoi. Mais à analyser l'année prochaine, quoi. Pour Instagram, oui. Alors IGTV, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais utilisé. Moi non plus, mais c'est marrant parce qu'au moment où ils l'ont lancé, je me souviens très clairement d'une vidéo de Marques Brownlee, énorme YouTuber, sans doute le plus gros YouTuber tech, qui disait je vais tenter IGTV parce que c'est les premiers qui ont une vraie chance de concurrencer YouTube. Et il expliquait comment il s'est lancé sur IGTV. Je pense que depuis, il a bien ralenti le coup. Il s'est lancé dans les podcasts plutôt, ce qui est un média d'avenir, je pense. Mais oui, c'était intéressant parce que c'était l'espoir et même eux, ils n'ont pas réussi, quoi. Et petite question, parce que moi je croise des vidéos dans mon fil Instagram, des vidéos qui m'invitent à continuer à voir la vidéo sur IGTV. Est-ce que vous cliquez sur ce genre de choses ? Mais moi j'en vois même pas, donc. J'allais faire comme Patrick, je fais partie des gens qui n'ont même pas ce type de recommandation. Donc... D'accord, parce que même moi qui en ai dans mon fil, parce que je suis des publications genre comme BBC Earth, National Geographic, etc. Ils postent souvent des vidéos, mais même moi je vais pas cliquer dessus pour voir le long format, quoi. Le problème c'est que cette transition est difficile à faire parce que Instagram, t'es là pour regarder des photos vite fait ou des vidéos hyper rapides. T'es pas là pour ensuite aller regarder une vidéo plus longue parce que IGTV, ça peut être des vidéos assez longues. Donc, ouais. C'est ça, en fait, j'ouvre Instagram pour passer le temps pendant 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Guillaume, un commentaire sur l'un de ces trucs en conclusion ? Alors oui, enfin deux, du coup j'en prends deux. Fitbit, moi j'ai appris là avec le temps qu'en matière de santé, il fallait aussi beaucoup prendre de recul entre les annonces de ces marques et ce qui était effectivement déployé dans la santé au quotidien. Il y a eu pas mal de critiques sur l'analyse de ce qui pouvait être fait au niveau des études d'Apple pour la détection de problèmes cardiaques de l'Apple Watch. Donc je trouve ça intéressant de prendre beaucoup de recul en matière de santé sur ces innovations là, mais ça c'est très bien de les suivre. Et juste, je trouve aussi que Microsoft, ce serait dommage quand même de les taxer de greenwashing sur ce sujet, parce que faites mieux, quoi. J'ai envie de dire aux autres marques et aux autres entreprises de ce poids-là, faites aussi bien et annoncez des plans aussi détaillés avec des montants de cet ordre-là. J'ai pas précisé, mais leur plan est super détaillé. C'est pas juste on sera 2030 machin. C'est vraiment très très long et très détaillé. Comment ils vont y arriver, comment ils vont. Enfin très long. C'est genre je sais pas 5-6 pages. C'est pas juste une annonce. Donc à voir. C'est 2030, c'est pas demain. À voir s'ils vont y arriver, mais ils ont l'air d'être sérieux en tout cas. Donc, et après tout, s'ils en bénéficient en termes d'image et s'ils jonglent dessus, après tout très bien. C'est comme Apple qui jongle sur la vie privée. Au final, si ça les sert d'un point de vue marketing, tant mieux. Mais je pense qu'il y a un vrai fond et pour le coup, il faut suivre ça de près. J'irai même plus loin. C'est le mécanisme et je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certains, mais c'est le mécanisme du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, en partie, donne un moyen de pression supplémentaire aux consommateurs qui force les sociétés à faire ce que les consommateurs veulent. Et on le voit bien, maintenant que les consommateurs sont très préoccupés par le climat, heureusement il était temps, il y a beaucoup de sociétés qui se mettent à aller dans cette direction. Et évidemment, le capitalisme n'est pas le seul moyen de pression, et c'est il en faut d'autres, et il faut évidemment que l'État, on n'est pas aux États-Unis, quoi, il faut que l'État ait un moyen de pression important aussi, et peut-être qu'il y en a d'autres par ailleurs, mais c'est quelque chose qui est pas forcément. C'est pas parce que c'est par la pression commerciale que certaines sociétés arrivent à ces décisions qu'il faut pas les recevoir,
qu'il faut pas les accepter, tu vois. Alors peut-être qu'il faut, et certainement qu'il faut plus, et je dis pas ça pour dédouaner les sociétés du rôle de l'État. Au contraire, moi je pense il est largement le temps qu'on aille dans cette direction également, et que les États fassent pression également sur les sociétés, parce que les consommateurs ne suffisent pas, et particulièrement dans le domaine du climat. Mais c'est une chose qu'il faut pas complètement... il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en gros. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez prolonger les bons moments, peut-être que vous voudrez aller passer un petit peu plus de temps avec Marion et Guillaume. Marion, comment ferait-il pour avoir un peu plus de ce que tu proposes sur Internet ? Eh ben, vous pouvez me retrouver tout simplement sur Twitter au pseudo Aisea Design, ou sinon une fois par semaine sur l'émission matinale Le Mug pour la chaîne YouTube Nowtech. Nowtech, parfait. Le lien de ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Guillaume. Moi, vous me retrouvez une fois par semaine dans Tech Café, un autre podcast sur la tech que je vous encourage évidemment à découvrir. Et puis, vous pouvez retrouver aussi tous les sujets sur lesquels je prends la parole d'une manière ou d'une autre sur mon site, c'est guillaumevendée.fr. Parfait, et ton compte Twitter sera aussi dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et je vous invite à aller écouter le Rendez-vous Jeu si vous aimez le jeu vidéo. On a plein de sujets hyper intéressants qu'on a couverts dans le dernier épisode notamment. Si vous voulez commenter sur ce qu'on a dit aujourd'hui, peut-être sur le dernier sujet, je suis sûr que ça aura fait sauter des gens de surprise et de frustration et de rage, mais tous les autres aussi. N'hésitez pas à venir contribuer en commentant sur frenchspin.fr. Et enfin, si vous appréciez l'émission, si vous voulez contribuer, si vous voulez faire partie des patriotes et avoir l'émission sans pub, sans promo, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Le lien, là encore, est dans les notes de l'émission et ça prend 1 minute 30, allez, peut-être 2 en étant un petit peu lent, donc n'hésitez pas à le faire également. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes.